Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Sibylle et Cécile. Encore aujourd'hui, être vegan en France, c'est souvent être considéré comme extrémiste, et c'est rarement une qualité. Et pourtant, au moindre faux pas, les véganes sont très souvent jugés. Tu manges une fois de la viande à Noël ? Ah, mais tu n'es pas un vrai vegan, tu es flexitarien en fait. Tu manges un simili carne ? Un vrai vegan, ça ne devrait pas vouloir manger un aliment qui ressemble à de la viande. Tu manges un burger vegan ? Ah, mais on croyait que les véganes mangeaient sainement. Du coup, quand on est vegan, soit tu es relou parce que tu es extrême, soit tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas assez extrême. Si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est que je suis végane depuis bientôt 10 ans et que j'ai pu être témoin de critiques, souvent contradictoires. Mais finalement, qu'est-ce qui est important ? Comment pouvons-nous être plus tolérants vis-à-vis des véganes, mais aussi des non-véganes ? Comment pouvons-nous faire avancer la cause animale ? Comment mieux vivre ensemble, tout simplement ? C'est la question du jour dans French Baratin. Bon, on est parti pour notre petit quiz habituel sur le véganisme. Première question, on va déjà remettre un petit peu les définitions sur les bons mots. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la différence entre flexitarien, végétarien, végétalien et vegan ? Raphaël, est-ce que tu veux commencer ? Alors flexitarien, c'est quelqu'un qui va plutôt manger végétarien ou végétalien, peut-être, mais parfois faire une exception et manger des produits d'origine animale. Un végétarien, du coup, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande ou de poisson, mais d'autres produits d'origine végétale, comme le lait, les œufs. Animal. Oui, j'ai dit quoi ? Végétal, pardon. Végétal. Animal. Ouais. Voilà. Le végétalien, du coup, c'est quelqu'un qui ne mange que des produits d'origine végétale. Oui. Et le vegan, c'est quelqu'un qui refuse de consommer tout produit d'origine animale, c'est-à-dire pas seulement dans le domaine de l'alimentation, mais aussi du cuir ou des choses comme ça, quoi. Et tout ce qui est lié au loisir aussi, comme les zoos ou ce genre de choses. Oui, exact. C'est très large au final. C'est dès qu'il y a de l'exploitation animale un petit peu en lien, même l'équitation par exemple ne serait pas Ah oui cette... Ouais. Ok. Parce que du coup on exploite un animal pour son propre plaisir d'une certaine manière. Donc voilà. Et le flexitarisme, on en parlera tout à l'heure, mais justement, c'est une consommation raisonnée de produits d'origine animale ou de chair animale. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de chiffres précis sur cette consommation raisonnée. Mais tout à fait. Je voudrais rebondir justement sur cette définition de flexitarien, sans rentrer encore trop dans le débat, mais j'ai vu que les lobbies de la viande essayaient de changer le sens du mot flexitarien pour que ce soit vu comme une bonne manière de s'alimenter, mais qu'il n'y ait plus du tout la notion de consommer moins de viande. D'accord, c'est intéressant. Ouais, je mais veux qu'on en parle tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être d'accord avec leur définition, évidemment. J'ai hâte d'être à la suite alors. Alors, deuxième question. Pourquoi vouloir être végétalien alors que les poules pondent des œufs et les vaches produisent du lait ? Sibylle. On peut vouloir être végétalien parce que quand on achète des œufs, en général, on achète des œufs à des exploitations qui élèvent des poules. Et ces exploitations, lorsque la poule ne pond plus assez d'œufs, elles tuent les poules. Et donc, il existe d'ailleurs des boîtes d'œufs qui s'appellent l'œuf qui ne tue pas la poule, mais ça coûte 2 fois plus cher. Et puis, les vaches produisent du lait, mais on peut aussi considérer que c'est une exploitation animale dans la plupart des cas, puisque la vache va non seulement souffrir du fait qu'on lui retire son veau très tôt, le veau, bien évidemment, aussi va en souffrir. Et aussi, alors ça, c'est une connaissance que j'ai grâce à Raphaël qui me l'a expliqué, les mamelons des vaches sont abîmés, en fait, par la traite très régulière. Donc voilà, c'est désagréable pour la vache de donner son lait. Oui, tout à fait. Sur les poules, je rajouterais aussi que souvent, les poussins mâles, en fait, sont tués dès la naissance aussi.
et que souvent, les conditions de vie, même si là on n'est pas sur des animaux tués, on est sur des conditions de vie qui sont qui peuvent être très dures. Et effectivement, comme tu le disais, les vaches, elles souffrent d'être séparées de leurs veaux. Elles ont été inséminées artificiellement pour qu'elles puissent faire du lait, parce que comme les humains, les vaches ne font du lait que quand elles font des petits. Et en plus, c'est pas pour donner le lait à leurs petits qu'elles en font, mais seulement pour notre consommation. Donc c'est pas vraiment naturel. Et du coup, les veaux mâles, eux, un peu comme les poussins, ils sont pas tués tout de suite, mais ils sont engraissés pour aller après à l'abattoir. Parce qu'il faut pas oublier que ça soit pour les poules et les vaches, ils ne donnent pas naissance qu'à des animaux femelles. Et donc, le destin des bébés mâles est souvent, du coup, la mort. Voilà, tout à fait. Parfait. Troisième question pour toi, Raphaël. Pourquoi parle-t-on de dissonance cognitive chez les non-véganes ? Est-ce que déjà le terme t'est familier ou pas ? Oui, c'est l'idée d'une opposition entre, quand on connaît deux points de vue contradictoires, mais qu'on n'arrive pas à les concilier soi-même, quoi. En l'occurrence, le fait d'apprécier de manger des œufs, par exemple, mais de savoir en même temps que ça engendre de la souffrance chez les poules, par exemple. Et du coup, ces deux informations sont en opposition et on n'arrive pas à les concilier dans sa tête, quoi. Et du coup, ça crée souvent un inconfort psychologique parce qu'on se sent pas tout à fait droit dans ses bottes. Et en fait, du coup, la conséquence, il y a deux façons de se comporter. C'est soit, du coup, on va arrêter potentiellement de manger des produits d'origine animale pour être en cohérence avec ce qu'on sait, ou ça va être de justifier nos actes. Du coup, en disant, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est naturel d'être omnivore, ou les animaux, ils souffrent pas vraiment, comme les poissons. Souvent, on va trouver des solutions pour vivre le mieux avec nos pensées contradictoires. C'est vraiment drôle que tu aies posé cette question parce que depuis qu'on a commencé à préparer cet épisode... On est en pleine dissonance cognitive, justement. J'ai dit au moins 10 fois à Raphaël, je suis en dissonance cognitive. C'est horrible. Ah mais oui, mais de toute façon, on en parlera certainement tout à l'heure dans le débat, mais tu parlais tout à l'heure des lobbies, mais les lobbies sont aussi là pour nous faire complètement dissocier l'animal de ce qu'on en retrouve dans l'assiette. Et d'ailleurs, c'est drôle que parfois les mots ne sont pas les mêmes pour l'animal et ce qu'il y a dans l'assiette. Enfin bon, bref. Oui. C'est vraiment très bien pensé pour que psychologiquement, on fasse pas le lien et tout ça. Mais ouais, la dissonance cognitive, c'est terrible, mais pas que sur le véganisme, sur plein de sujets d'ailleurs. Sur plein de sujets sur lesquels il faudrait avancer pour sauver notre belle planète. Quatrième question, Sybille. As-tu déjà entendu un mot qu'on utilise pour désigner les véganes en France ? Une caractéristique qu'on leur attribue qui n'est pas forcément toujours très sympathique. On les met souvent dans une case, les véganes. Ah, alors je sais pas si c'est ça, mais ce week-end, j'ai entendu parler de mangeurs d'herbes. Ou de feuilles. Oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Moi, je pensais surtout, mais oui, c'est tellement vrai. On les mettait souvent dans la catégorie bobo. Après, ça ne veut pas dire que tous les bobos sont véganes, mais en tout cas, c'est une bonne excuse d'une certaine manière aussi pour se dire non, c'est pas pour moi, je suis pas comme ces gens-là. Et je trouve que c'est assez marrant parce que souvent, je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Ah oui. C'est des bobos. Faut peut-être expliquer ce que c'est bobo d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bobo est le diminutif de bohème. Bourgeois bohème. Bourgeois oui, bohème. Pardon, bourgeois bohème. Oui, pardon. On associe ça du coup à des gens qui ont des moyens, mais qui... je sais pas comment bien l'expliquer. C'est des gens politiquement de gauche, mais plutôt aisés économiquement. C'est ça. Donc ils peuvent se permettre un style de vie bourgeois, justement, plutôt. Mais voilà, ils sont quand même de gauche. Non, mais ils aiment pas consommer énormément. C'est ça aussi l'idée. C'est qu'ils ont de l'argent, mais ne l'utilisent pas pour consommer de manière ostensible. Ils vont plutôt avoir des goûts un peu bohème, justement, un peu hippie, un peu artiste, vivre simplement et près de la nature, même s'ils pourraient se payer une vie bien plus riche d'apparence extérieure. Oui, parce que par contre, ils peuvent utiliser cet argent pour, du coup, consommer moins, mais mieux, du coup. Et souvent, le mieux peut être plus cher.
Je pense notamment avec Ouais, l'alimentation oui. bio, etc. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'était une définition à 3 voix. Et pour la dernière question, Raphaël, sais-tu quel pourcentage de la population française est végane? Wow. Environ, hein, parce que même moi, j'ai pas le chiffre exact. Ah, il me semblait avoir vu le chiffre, mais non. Sibylle, une idée? Vegan, je dirais 5%. Alors moi, j'ai vu plusieurs chiffres, donc je vais vous donner la fourchette. J'ai trouvé entre 0,5% Ah oui. et 3% de la Ok. population. Voilà. Du coup, ça montre bien que c'est encore aux prémices en France, Mhm, alors que ouais. dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. Hmm. Mais justement, on a cette étiquette aussi de pays gastronomique où la viande fait vraiment partie de l'assiette. Et du coup, c'est pas forcément évident de s'en détacher. Voilà pour les questions. Bah, c'était vachement bien, hein. Chapeau. Ouais. Vous avez bien révisé. Maintenant, on va parler de vos expériences. Donc, je vais vous demander à chacun quel est votre régime alimentaire, pourquoi ce choix et comment celui-ci a-t-il évolué dans le temps Mhm. et comment vous considérez le régime vegan, puisque si je ne me trompe pas, vous ne l'êtes pas. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou à l'inverse, des choses que vous appréciez dans le régime vegan? Raphaël, est-ce que tu veux commencer? Ok. Alors déjà concernant mon régime, effectivement, je ne suis pas végétarien. Je suis donc omnivore, comme on dit, mais peut-être avec un vague penchant vers le végétarisme, dans le sens où je ne mange pas de viande ou de poisson tous les jours. Et je ne parlerai pas forcément de choix, en fait, mais plutôt d'une habitude par rapport à ça, parce que ma mère est végétarienne depuis son adolescence, mais mon père, lui, ne l'est pas. En fait, il a toujours mangé aussi de la viande, du poisson, tout ça. Mais mes parents ont fait le choix de m'élever avec le régime omnivore, quoi. Donc c'est une habitude finalement que je n'ai pas vraiment remise en question pendant longtemps. Maintenant, ce régime a un petit peu évolué parce que, voilà, plus récemment, j'ai fait le choix un peu plus conscient de ne plus manger de viande de bœuf, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. À la base, c'était surtout par souci écologique, quand j'ai appris que l'élevage bovin était l'une des principales sources de gaz à effet de serre. Mais bon, c'est vrai que là, en préparant l'épisode, je réalise aussi que si on voulait aller au bout de cette logique, il faudrait aussi arrêter de consommer des produits laitiers, etc., etc. Enfin, donc voilà. Alors maintenant, comment je considère le régime vegan? Est-ce qu'il y a des choses qui me gênent ou pas? Je trouve que le régime vegan en lui est très bien. En fait, j'ai toujours ressenti une espèce de gêne avec l'idée de vegan, le concept entre guillemets. Et en fait, mais je savais pas exactement pourquoi. Et là, en fait, en préparant l'épisode, j'ai réalisé que ce n'est pas le régime qui me pose problème du tout, mais en fait, le côté un peu parfois idéologique et moralisateur de ceux qui le pratiquent. Par exemple, là, j'ai lu le livre de Thomas Lepelletier, La Révolution végétarienne. Et au début, il décrit notamment l'évolution que peuvent avoir les non-véganes vers le véganisme en réaction au fait de découvrir la souffrance animale, les conditions dans l'élevage et dans les abattoirs, etc. Et il a une manière de le présenter qui est un petit peu moqueuse et culpabilisante. Il dit par exemple, il qualifie les non-véganes d'amateurs de blanquettes de veau, d'omelettes aux champignons ou de camembert. Et il reprend cet élément de langage à plusieurs reprises. Et voilà, il y a un côté un peu supériorité. Moi, je suis végane et vous êtes des bouffeurs de blanquettes de veau, quoi. Voilà, donc en fait, c'est cet élément-là qui me gêne. Mais bon, ça rejoint plutôt la question d'étiquette et de militantisme, etc. Enfin, ces sujets-là. Bah merci, c'est hyper intéressant. Sibylle, on t'écoute. Alors, moi, j'ai à peu près le même régime alimentaire que Raphaël, en partie aussi parce qu'on mange ensemble très souvent. Matin, midi et soir. Donc, c'est un régime alimentaire qu'on peut qualifier de flexitarien et qui, pour moi aussi, est hérité de la manière dont j'ai grandi en mangeant de tout, et en particulier de la viande quasiment à tous les repas, en tout cas tous les jours. Maintenant, j'en mange donc beaucoup moins et j'ai une évolution très lente vers un régime un petit peu plus végétarien.
La première étape, vraiment le premier truc qui m'a choquée, c'est quand j'ai appris comment était fabriqué le foie gras et notamment ce que tu disais par rapport aux petits poussins, qui ne sont pas gardés. Eh bien, pour le foie gras, ce sont, les petites poussines. Peut-être que je me suis plus identifiée. En tout cas, le foie des Je savais pas. canards mâles grossissait plus et que pour cette raison, on ne gardait pas Mmh. les canards Hmm. femelles et on les broie dans des Mmh. machines. Ça m'a énormément choquée. En plus, le gavage, je m'étais pas énormément renseignée, mais bon, ça va de soi que c'est horrible. Et là, tout à l'heure, Raphaël m'a expliqué comment ça marchait et il s'agit d'injecter des quantités astronomiques de nourriture directement dans l'estomac. Donc voilà, c'est vraiment une forme de torture en fait. Et donc en 2016, je m'en rappelle parce qu'on était aux États-Unis cette année-là, j'ai arrêté de manger du foie gras et ensuite, un petit peu plus tard, quelques années plus tard, j'ai arrêté de manger du bœuf. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le fait d'arrêter de manger du bœuf comme Raphaël, hein, de toute façon, on en avait discuté, et c'est à l'issue de cette discussion qu'on a un peu pris cette décision ensemble, c'était plutôt pour l'environnement. Et en fait, c'est plus confortable du point de vue de la dissonance cognitive quand tu changes ton régime alimentaire pour l'environnement. C'est pas faux. Parce que pour l'environnement, tu peux te justifier, tu vois. Tu dis, ok, j'ai arrêté le Mmh. bœuf, mais je continue justement, je sais pas, le canard, le poulet, parce que ça nuit moins à l'environnement et j'ai pas de voiture, tu vois. Donc tu fais Mmh. un mix Ah, c'est hyper intéressant. et ça va. À la fin, tu pollues pas trop. Mmh. Par contre, quand on découvre toutes les questions de souffrance animale qui posent des vrais problèmes moraux. Et là, je les ai encore plus découverts en la préparant cet épisode. C'était plus possible de pas m'y confronter. Là, ça devient très difficile, je trouve, de tenir cette dissonance cognitive parce que je Hmm. veux pas, en fait, faire souffrir les animaux, aucun animal, même pas un cochon pour mon bout de jambon. Voilà. Mmh. Donc, en Hmm. fait, c'est vrai que là, ça me pose vraiment question et que mon idéal serait d'être au moins végétarienne. Donc, on va voir si je le deviens. Mais je pense que mon régime alimentaire est amené à évoluer encore. Et par contre, une des raisons qui me freine, vraiment, c'est pas tellement que j'aime manger de la viande. Je pense que ça, c'est pas un problème important. C'est vraiment plus l'acceptabilité sociale de ce régime. J'ai un peu de mal avec le conflit. Enfin, il y a des sujets sur lesquels j'ai aucun problème à imposer mes choix, mais là, je me vois bien dans la situation où on va me tendre un plateau de jambon de façon insistante en me disant « Ah, Sybille, un petit morceau !» Et là, il n'y aura pas le cochon à côté pour se défendre. Enfin, voilà. Donc, je serai face seulement à la personne qui voudra que je mange du jambon et ça va être dur de dire non. Voilà. Et donc, pour te répondre sur ma vision du régime vegan, ben, je le vois donc avec admiration parce que ce sont des personnes qui sont cohérentes et qui Oui. ont un régime plus éthique que le régime omnivore. Super. C'est hyper intéressant. Alors du coup, je vais vous parler du mien, même si du coup vous savez déjà Oui. quel est le mien. Jusqu'à mes 20 ans, j'étais omnivore pour les mêmes raisons que vous avez partagées. Mais du coup, à 20 ans, quand je suis allée en Angleterre, j'avais une coloc végétarienne avec qui je cuisinais. Donc en fait, naturellement, je suis devenue un peu végétarienne, en tout cas à chaque fois que je cuisinais avec elle. Et fallait être honnête aussi, c'est que ça coûtait moins cher d'être végétarienne, puisque j'achetais pas de viande, donc c'était très bien. Et suite à ça, je suis arrivée à Paris, donc je mangeais peu de viande, mais j'en mangeais encore un peu. Et en plus, une de mes missions professionnelles, c'était d'organiser un marché fermier. Et pour me remercier, les producteurs me donnaient souvent comme cadeau de la viande, du poisson, et c'était des produits locaux qui étaient ultra bons. Donc j'avais toujours, on va dire, ce lien à la viande, sauf que le dernier jour de cette mission, un éleveur m'a parlé avec tellement d'amour de ses vaches que quand il m'a fait un cadeau de plein de viande de ses vaches après, j'ai pas pu manger. C'était plus possible, la dissonance cognitive là était juste pas possible. Et donc j'ai vraiment, c'est à ce moment-là où je suis vraiment devenue végétarienne. Et suite à ça, une amie qui était végétalienne m'a dit « Mais pourquoi t'es pas végétalienne? Ça a pas de sens. » Ah bon. Et du coup, elle m'a expliqué pourquoi. Et je me suis dit « Ah bah oui, ça a pas de sens. » Donc du coup, je suis devenue végétalienne. Et en fait, au début, j'étais 100% végétalienne. Sauf que c'était pas simple à l'extérieur. Et notamment pour les raisons que t'as dites aussi, Sybille. Doser le conflit avec les gens, ça a créé des vrais problèmes. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut pas être 100%.
Et aujourd'hui, je suis 100% végane, enfin 100% végétalienne à la maison. Mais à l'extérieur, je privilégie toujours les restos et cafés véganes. Mais si je ne suis pas toute seule à choisir un restaurant, là, potentiellement, ça peut m'arriver de manger végétarien. Et il y a 3 situations où il peut même m'arriver de manger de la viande. Et j'en suis pas fière. Mais c'est quand je suis invitée et que je connais pas forcément bien la personne ou que j'ose pas lui rajouter de la charge mentale. Du coup, ça peut m'arriver de manger de la viande pour honorer quand même ce qu'elle m'a préparé. Si je suis en vacances dans un trou paumé, qui a 0 option végane ou végé, quand j'ai besoin de protéines et qu'il n'y a pas de protéines, du coup, ça peut m'arriver aussi de faire un écart. Et si il y a des personnes qui mangent quelque chose que j'adore devant moi, comme tu disais, celui avec ton bout de jambon. Bon, le jambon, j'aime pas ça, donc je m'en fiche un peu. Mais je pense d'ailleurs, vous m'avez déjà vu. Mais s'il y a un bout de saumon fumé devant moi, je peux vraiment tenir et puis ça peut m'arriver de craquer. Et donc, on va dire que grosso modo, je suis végétalienne 95% du temps. Certains pourront dire du coup que je suis en fait flexitarienne. Mais voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, je me définis. On reparlera effectivement des étiquettes tout à l'heure. Et du coup, j'ai conscience que mon absence de perfection, là, provoque la mort d'animaux. Et du coup, c'est dur parce que forcément, il y a une vraie dissonance cognitive. Mais c'est aussi le compromis que j'ai trouvé. Mon compagnon me parle beaucoup de la loi de Pareto, où 20% de nos efforts permettent 80% du résultat. J'essaie d'aller au-delà, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis très sereine par rapport à la façon dont je vis. Et du coup, je vais parler, moi, du régime non vegan, parce que vous avez parlé du régime vegan tout à l'heure, de comment vous considériez. Ce qui est marrant, c'est que justement, au début, je crois que j'ai été cette personne moralisatrice. Parce qu'en fait, une fois que tu comprends pourquoi tu fais les choses, tu as du mal à comprendre pourquoi les gens font pas la même chose. Et du coup, c'est super dur. Et en fait, il m'a fallu un temps pour comprendre que en fait, c'est super dur de changer, même quand tu es convaincu. Et que des personnes... ont des contraintes, et puis il y a des croyances à déconstruire, ça prend énormément de temps, donc je suis devenue beaucoup plus tolérante aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que c'est maintenant que je suis plus 100% végétalienne, qu'en fait, j'ai l'impression d'inspirer davantage les gens autour de moi. Parce que je pense qu'il y a une sensation, du coup, de ne pas être jugée. Et du coup, j'essaye, on dit que la meilleure façon de convaincre, c'est de montrer l'exemple. Et du coup, j'essaye, par mes repas véganes que j'apporte tous les midis au bureau, j'essaye de montrer que c'est possible. J'essaye de donner envie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une collègue m'a dit « ça donne toujours envie ce que tu manges ». Et du coup, je me suis dit « oui ». Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon frère. Si un jour il m'écoute, c'est grâce à lui, parce qu'un jour, il m'a dit « ça ne donne pas du tout envie ce que tu manges ». Et j'ai été super vexée, parce que c'est vrai, du coup, je faisais à manger, mais je cuisinais pas, entre guillemets. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, maintenant, je vais faire des recettes qui ont l'air bonnes, etc. Et du coup, aujourd'hui, je crois que c'est 4 ans après, on me fait ce compliment. Voilà, donc je trouve ça clôture bien. J'ai fait un vrai chemin. Un vrai chemin. Cheminement, tout à fait. Et la deuxième chose que j'essaye de faire en montrant l'exemple, c'est que quand les gens viennent chez moi, par contre, les invités mangent vegan et j'essaye de faire les choses les meilleures possibles pour qu'ils puissent voir que c'est possible et que c'est bon et tout ça. Voilà. Chez Cécile, c'est trop bon. Chez vous aussi. Ce formidable saumon fumé. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Nous allons pouvoir démarrer notre débat et du coup essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comme en plus ici on a la chance d'avoir des véganes et des non-véganes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer du coup les choses, comment faire pour mieux vivre ensemble et réfléchir finalement à qu'est-ce qui est important derrière tout ça. Oui, je pense qu'il faut trouver aussi les bonnes manières de s'adresser les uns aux autres. Par exemple, laisser de côté les arguments bizarres. En fait, le plus difficile pour les non-véganes confrontés à un discours vegan, c'est de ne pas céder à la tentation de répondre un peu brutalement parce qu'on est gêné et qu'on n'a pas envie de rentrer dans le sujet. Donc je pense qu'il faut être honnête et dire... Moi, j'ai pas envie de faire cet effort. Enfin, voilà, faut
Mais c'est pas facile. Mais effectivement, il y a énormément de témoignages de personnes végétaliennes qui racontent que ils rencontrent des critiques très virulentes. Et ça m'a étonnée parce que, Ah oui. en tant que non-végane, ça me paraît assez bizarre de réagir comme ça. Mais je pense que ça blesse vraiment, ça heurte quelque chose chez des personnes qui se rendent bien compte qu'elles ne sont pas alignées, comme on disait, qu'elles sont en dissonance cognitive. Et par exemple, j'ai lu un livre de témoignages sur le végétalisme, sur le fait d'être végane. Et il y avait Rosa B, qui est la dessinatrice de la BD Insolente Veggie, C'est trop cool ce qu'elle qui fait. racontait de manière assez drôle ce que les gens ont commencé à lui dire quand elle a commencé à dire qu'elle était végane. Et elle dit: ce qui est étonnant, c'est que du moment où je suis devenue végétarienne, puis très rapidement végane, les gens ont changé de comportement envers moi. Ils se sont mis à me dire des choses invraisemblables, comme par exemple, les carottes souffrent aussi quand on les arrache. Voilà, des trucs complètement absurdes qu'on entend toujours, et ça m'a fait trop rire la manière dont elle le dit. Genre, les gens sont devenus bizarres en fait. Tout d'un coup, ils ont arrêté d'être rationnels. Non, là, ça, ils n'ont pas supporté. Ils ont pété un plomb. Enfin, elle n'a pas dit ça exactement comme ça. Mais bon, elle disait que certains étaient devenus agressifs, etc. Et voilà, et elle dénonçait beaucoup d'arguments qui n'ont pas de sens. Par exemple, les hommes préhistoriques mangeaient bien de la viande, et donc nous, on peut en manger, mais on n'est pas les hommes préhistoriques, en fait, on a plus d'options. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut vraiment arrêter du côté des non-véganes avec les arguments qui n'ont pas de sens. On peut refuser de devenir végane, personne ne nous demande, enfin voilà, il faut peut-être qu'en face on ne nous demande pas d'ailleurs de devenir végane si on ne le veut pas, mais on ne peut pas continuer à sortir des arguments comme les carottes souffrent, parce que je rappelle que les végétaux ont plus ou moins besoin d'être mangés pour leur propre reproduction, ça fait réellement partie de leur cycle, alors que les animaux n'ont pas besoin d'être mangés pour quoi que ce soit. Mais cette théorie est connue sous le cri de la carotte. Oui. Et moi, la première fois que j'ai entendu cette critique, j'étais tellement abasourdie, je m'y attendais tellement pas, que en fait, j'ai pas su quoi répondre parce que je n'avais pas toutes les connaissances sur la sensibilité des carottes. Mais c'est un vrai problème. Moi, la critique qu'on me fait le plus souvent, et il y a peut-être des gens qui écouteront ce podcast qui se reconnaîtront, mais c'est vraiment compliqué, même si je comprends et ça part d'une bonne intention, c'est « mais t'es sûr que c'est bon pour ta santé ?» Ouais. Et ça, c'est vraiment dur parce que c'est gentil, du coup. Et en fait, c'est drôle parce qu'on ne pose pas cette même question à quelqu'un qui est omnivore. Et souvent, les végétaliens, voire végétariens, sont beaucoup plus au courant de quoi manger pour être en bonne santé. Quand on est vegan ou végétarien, on est obligé de faire attention à notre alimentation parce que oui, effectivement, si on fait pas gaffe, on peut avoir des problèmes de santé, et c'est vrai. Mais par contre, on ne pose pas autant de questions aux personnes qui sont omnivores, qui pourtant peuvent manger, par exemple, 0 fruits et légumes. Et on s'intéresse pas bizarrement à l'apport de vitamines. Et du coup, même moi, j'ai eu des problèmes au début quand j'ai été végétarienne, puisque j'ai oublié de remplacer la viande. Donc, j'ai vraiment eu des soucis. Il a fallu que je fasse gaffe. Maintenant, tout va bien et je fais des prises de sang régulières pour vérifier. Et même preuve à l'appui, c'est compliqué pour certaines personnes d'entendre que ça va. Je ne suis pas en danger de mort. C'est super intéressant cette question de la santé parce que dans ce même livre de témoignages, il y avait un journaliste qui s'appelle Gabriel Hardy-Françon et lui, il a expliqué qu'en fait, il était devenu végane justement pour sa santé parce qu'il avait la sclérose en plaques et qu'il s'est rendu compte que avec un régime végane, il allait beaucoup mieux. Et il disait que à chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il était végane, quand il expliquait que c'était pour sa santé, tout le monde se détendait parce que ça les remettait pas en question eux. Ils se disaient une motivation égoïste, ça va, ça ne concerne pas. C'est génial. Et il disait que axer le discours pro-vegan sur la santé, ça marchait très bien parce que tu pouvais parler des exploits sportifs de personnes comme Serena Williams ou Novak Djokovic, pour rester dans le tennis, qui sont véganes et qui vont évidemment très bien. Voilà, et donc apparemment... c'est une bonne manière d'amener les gens au véganisme sans aucune culpabilité, de parler justement santé en montrant ce que ça apporte sur le plan de la santé. Et c'est marrant parce que du coup, moi, ça me fait penser aussi à l'alcool, c'est un peu pareil. Ouais. Les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, ils ont souvent le même genre de réaction. Ah bon, pourquoi tu bois pas, nanana. Et quand on présente des raisons de santé, ah bah là, ça passe. Ouais. Mais si c'est juste un choix comme ça, là, t'es un peu suspect. Il est bizarre, lui, pourquoi il boit pas? Il est pas drôle.
Ça, c'est vrai. Et Ça, ce côté ouais. rabat-joie, je pense Ouais. que ça s'applique Ouais. aussi aux véganes. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des recettes où ton frère disait qu'elles avaient pas l'air bonnes. Bah, c'est pareil. Les non-véganes vont avoir tendance à dire mais il n'y a pas de viande, donc c'est pas fun, quoi. Ah, c'est marrant. Une des astuces qu'on se donne entre véganes quand on va au restaurant pour faire passer le végétalisme, c'est de dire que tu es intolérant au lactose. Ça passe beaucoup mieux Ah oui. auprès d'un restaurateur Ouais. que de dire que tu es Ah oui. végétalien. Parce que végétalien, ils vont pas trop chercher, mais intolérant, ils vont faire attention. Et, Ouais, grave, et du coup, ouais. tu te dis, c'est ouf d'en arriver là quand même. Enfin bon, bref. Ouais. Ouais. Ah, on est peut-être d'abord obligé d'en passer par là. Les mentalités vont peut-être Oui, évoluer c'est dans vrai. ce sens. Et dans ce cas-là, ce sera plus nécessaire de Oui. passer par ce genre de subterfuge. Pour rebondir aussi sur l'introduction et ce que tu disais, Sybille, après, moi, une chose aussi que je veux bien qu'on arrête de dire aux véganes, si c'est possible, je fais un message public au monde, c'est le débat qu'il y a sur les simili-carnés. Donc, j'ai pas expliqué ce que c'était en introduction, mais du coup, les simili-carnés, c'est tout ce qui ressemble à de la viande mais qui ne l'est pas. Donc, ça va être les saucisses véganes, le fromage vegan, etc., etc. Et que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, c'est fou le nombre de personnes qui ne comprennent pas cette question-là du simili-carné parce que pour eux, c'est... En fait, on n'est pas des vrais si on mange de la viande même fausse. Ah oui. Mais c'est bizarre, oui. Et c'est marrant parce que du coup, j'en discutais avec une amie que j'aime beaucoup cet été qui me disait que pour elle, en gros, si t'étais végane, t'assumais. Et il y a tellement de choses dans la cuisine végétale que tu n'as pas besoin d'aller vers les simili. Et en fait, c'est intéressant parce que, en fait, comme je disais, j'ai reçu du coup une éducation omnivore, moi, jusqu'à mes 20 ans. Et j'aime la viande. Et du coup, si je peux manger de la viande sans tuer des animaux, j'ai du mal à voir en fait quel mal je fais. Alors certes, on va dire que c'est des produits transformés, c'est vrai, mais il y a beaucoup de produits aussi qui sont transformés. Mais les marques 100% vegan, souvent, font très attention à l'apport nutritionnel de leurs produits. Et aujourd'hui, il y a des choses vraiment dingues qui se font. Et c'est bête. Mais hier, ça m'arrive vraiment rarement, parce que ça reste cher, les simili-carnés. Mais j'ai mangé un hot dog vegan qui était trop bon, avec du faux fromage, avec une fausse saucisse. Et j'adore ça. Et ça fait trop plaisir. Et ça répond aussi, du coup, à la question que j'abordais aussi en introduction, mais sur la junk food, où on a le droit d'être vegan et avoir envie de manger des choses pas ultra bonnes nutritionnellement. Mais il y a un amalgame autour du véganisme qui est, que tu disais tout à l'heure, Sybille, c'est juste tu manges de l'herbe, quoi. En fait, non. Enfin... Mais pour aller plus loin dans cette logique, j'aimerais bien savoir ce que tu penses, si tu en penses quelque chose, de la viande artificielle. Parce que là, j'ai lu un article dans Epsilon, qui est un très bon magazine de vulgarisation scientifique. Et donc, en juin dernier, ils ont écrit un article sur la viande artificielle qui commence à sortir, en fait. On en parle déjà depuis 10 ans. Okay. Et là, il y a des entreprises qui réussissent à produire, par exemple, quelque chose qui ressemble à des nuggets ou qui ressemble à un steak haché, à partir de cellules animales, vraiment, qui ont été multipliées. Et ça a été approuvé pour être mis sur le marché aux États-Unis et en Israël. Et donc, il y a encore des problèmes de coûts de production qui font que ça risque d'être assez cher. Et puis, il faut peut-être bien vérifier encore un petit peu si c'est bon pour la santé. Voilà. Mais normalement, si c'est mis sur le marché, c'est que c'est correct selon les normes de ces pays-là. Et apparemment, en termes de goût, c'est pas mal. Et en termes de composés nutritionnels, ça serait pas mal non plus. En termes de texture, apparemment, il faut encore travailler, notamment justement travailler avec des produits végétaux pour rendre une texture simili-carnée à cette viande artificielle. Mais voilà, il y aurait peut-être une piste. Après, c'est quelque chose de très industriel, forcément. Mais c'est intéressant l'idée qu'on pourrait donc peut-être manger de la viande sans tuer l'animal, puisqu'il s'agit simplement d'un petit prélèvement de cellules qu'on fait ensuite développer. Ah, c'est intéressant. Alors, je connaissais pas, du coup, j'ai du mal à avoir un avis à chaud. Ouais. Du coup, quel est l'intérêt par rapport à un simili-carné actuel ? Ce serait en fait de la vraie viande. Ah, c'est juste qu'elle est pas... Non, dans le sens où on prend quelques cellules et on crée du muscle, comme la viande, c'est du muscle. Ouais, c'est ça. À partir de ça, on développe... voilà, donc... Et l'impact écologique, du coup ?
Ça reste à voir, effectivement, parce que j'ai lu cet article aussi, et pour l'instant, c'est pas forcément. Ça dépend en fait aussi du niveau de production et de consommation qui va être lié, quoi. Est-ce que les gens vont beaucoup l'acheter si c'est avoir du succès? Dans ce cas-là, les besoins de production vont augmenter. Ça dépend d'où l'énergie est tirée, si Ouais, si voilà. c'est des énergies renouvelables ou pas. Voilà, donc il y a pas, la question reste ouverte. Ok. Mais ça consomme moins d'eau, ça consomme moins Ouais. d'espace que l'élevage, et ça tue pas d'animal. Et ça aurait plus le vrai goût, en fait, de la viande. Ok. Je sais pas quoi dire, c'est une bonne colle. Mm. Moi, je suis très heureuse avec mes simili-carnés à base de pois, puisque du coup, ce sont des légumineuses D'accord. et du coup, c'est du végétal qui apporte des protéines. Mm. On se déshabitue, c'est fou quand même, au goût de la viande. C'est vrai. Les rares Ouais. fois, du coup, j'en ai remangé, je prends plus de plaisir, du coup. Enfin, quand ça a trop de goût de viande, du coup, j'aime moins. Mm. Je préfère mes lasagnes véganes, finalement, que des vraies lasagnes aujourd'hui, ce qui est marrant. Mais du coup, pourquoi... Enfin, si l'impact global est bon, pourquoi pas? Si ça peut aider les gens à pas perdre le goût de la viande qu'ils aiment tant, je suis pas forcément contre. Mais par contre, sur la partie moralisatrice, vous en parliez tout à l'heure pendant le temps des expériences, c'est intéressant que tu disais ça, Raphaël, entre les véganes et les non-véganes, parce que même, du coup, les véganes entre eux, et c'est pas que dans cette sphère, mais il y a cette pureté, justement, végane, qui est souvent mise sur un piédestal. Et du coup, c'est marrant, parce que je suis sûre que s'il y a des véganes qui m'écoutent, s'ils savent que 5% du temps, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais manger des produits d'origine animale ou de la chair animale, du coup, je le suis pas vraiment. Et du coup, je serais jetée de cette sphère végane. Mais c'est vrai. Parce que c'est ça qui me dérange, en fait, dans le truc. C'est pas le régime. C'est ce côté communautariste, puriste. Ouais. Si tu fais pas les choses à 100%, t'es pas un vrai. Mais ça me gêne dans tous les domaines. Hein. Là, c'est le cas aussi, quoi. Ça peut l'être. Mais à l'inverse, du coup, c'est quand on dit un vegan, tu es extrême, c'est dur parce que du coup, pour un vegan, il se dit, bah oui, mais si je refuse de tuer un animal, est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis extrémiste de ne pas souhaiter la mort d'un être vivant? Et la question du flexitarisme me pose un vrai questionnement sur cette étiquette très floue. Parce que à la fois, moi, je trouve que c'est très déresponsabilisant parce qu'on se dit, ok, je suis flexitarien, donc je fais du mieux que je peux, mais du coup, le mieux que je peux être très bas. Sans vraiment chercher à aller plus loin. Et à l'inverse, si on mange vraiment quasiment jamais de la viande, mais qu'on en mange une fois, ou pareil pour les produits d'origine animale, on va se dire, non, t'es pas vegan ou végétarien, t'es flexitarien direct. Et du coup, là, c'est culpabilisant parce que... Et voilà, mais il y a cette notion de culpabilisation, et du coup, je trouve ça pas évident. Prosélytisme aussi un petit peu relou, quoi. On peut... Ok, on peut tendre vers... Voilà, c'est horrible de faire souffrir les animaux comme ça. C'est horrible de les tuer juste pour notre plaisir. Mais voilà, on n'est pas obligé d'en venir peut-être parfois à insulter ceux qui font pas tout à 100% comme il faut. Oui, je trouve qu'effectivement, plutôt que de jouer sur la culpabilisation, la meilleure manière d'être militant, c'est plutôt d'agir directement sur le système qui fait qu'on n'est pas du tout végétalien. Et donc ce système dont tu parlais, Cécile, au début de l'épisode, où tu disais que tout est fait pour qu'on ait une déconnexion entre l'animal réel et la viande que l'on mange. Et dans cet ordre d'idée, je trouve que le travail de militants comme ceux de l'association L214 est très intéressant parce que c'est justement voir ce qui se passe réellement dans les abattoirs ou même le lire. On n'est pas obligé de regarder la vidéo si ça nous fait trop peur, hein, c'est mon cas. Ça change vraiment notre regard parce qu'on passe son temps à pas y penser en fait. Et les lobbies de la viande dont on parlait aussi en introduction font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on ait une vision complètement différente de l'exploitation animale que ce qu'elle n'est réellement. Et j'ai vu là-dessus quelque chose de très intéressant. C'est que les lobbies de la viande, en fait, font des interventions dans les écoles, par exemple, pour proposer des sorties, pour aller voir des élevages type comme on se l'imagine quand tout se passe bien avec des grands prés et quelques vaches, mais pas les autres, bien sûr. Et aussi, ils vont carrément créer des divertissements qui donnent cette image positive
de l'élevage qui se ferait dans la nature, dans une belle harmonie. Et donc là, il y avait une campagne de publicité qui a eu lieu entre 2016 et 2019 à l'initiative d'un lobby, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Interbev et qui est en fait l'interprofession bétail et viande. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est un petit dessin animé et aussi des petites histoires qui s'appelaient À table avec les jolis prés. Et donc j'ai regardé un petit bout de ce dessin animé. Déjà c'est vraiment horrible, les voix sont très aiguës, c'est mal fait, c'est mal dessiné, mais là n'est pas le sujet. C'est un petit dessin animé qui met en scène 2 enfants citadins qui rencontrent 2 enfants ou adolescents qui vivent à la campagne et dont les parents sont éleveurs. Et donc les citadins sont invités à la campagne pour voir la vie de l'élevage et tout est beau, on voit tous ces moutons et ces vaches qui sont élevées et on mange de la viande au barbecue tous ensemble. Et donc les enfants vont regarder ça et se dire « Ah, c'est beau l'élevage, c'est une belle vie, la viande c'est super ». Et en fait, ce qui est choquant, c'est que les actions d'Interbev sont autorisées dans les écoles françaises, alors que L214 a voulu aussi présenter sa vision de l'élevage dans les établissements scolaires français et ça a été refusé. Parce que c'était vu comme du lobbying, alors que l'autre, non. Ouais. C'est pas vrai. Si. Ah, ça, je savais pas. Ok. Ah, mais c'est terrible. Bah, de toute façon, les lobbies font aussi des actions. Bah, tout ce qui est lié autour des 5 produits. C'est 5 produits laitiers? Non, 3 Oui. produits laitiers par jour. Ça dépend, en fait, ça a un petit peu évolué le discours, mais moi aussi dans mon école, il y avait une grosse affiche avec marqué produits laitiers, bon pour la santé, et avec un beau garçon. Donc après, dès qu'on voyait un garçon qui lui ressemblait, on l'appelait produit laitier avec mes copines. Donc, ça avait très bien marché la propagande. Énorme. Bah, une des questions qu'on pose, notamment quand on est végétalien, c'est mais du coup, tu fais comment pour le calcium? Et c'est hyper intéressant. Il faut du calcium, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément par les produits laitiers qu'on va les avoir. Mais ouais, non, c'est sûr que les lobbies, c'est quelque chose. Et après, le militantisme, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que tu dis avec l'association L214, ça fait de la sensibilisation parce que ça montre la réalité des abattoirs ou des conditions de vie des animaux. Après, il y a aussi une autre forme de militantisme qui parfois ne va pas forcément aller convaincre les non-véganes ou les non-végétariens. Je pense notamment aux actions, on va aller saccager par exemple une boucherie, c'est déjà arrivé, et du coup c'est compliqué parce que c'est des actions un peu coup de poing qui sont censées faire réagir, mais au final, ça crée énormément de compassion pour les... Pour le coup, ça, je trouve, c'est une manière d'agir que je trouve complètement con, quoi. Excusez-moi, mais ça n'apporte rien. Bah, moi, je comprends pas non plus. C'est 100% négatif, ça n'apporte aucune information, aucune sensibilisation, c'est de la violence gratuite. Je pense qu'on peut faire preuve d'un peu plus d'inventivité pour une action militante que d'aller détruire une boucherie, quoi. C'est clair. Oui, puis ça peut faire du mal à un boucher qui est peut-être pas à l'aise lui-même avec son métier. En fait, on n'en sait rien, donc c'est pas très sympa. Ouais, complètement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le côté... on est en France, et être végane en France, c'est compliqué, et ça l'est plus que dans d'autres pays, et c'est marrant, le poids du patrimoine, finalement, qui rend les choses encore plus difficiles. Au Royaume-Uni, c'était hyper simple d'être végane. J'imagine que... Je connais pas bien l'Allemagne, mais j'imagine qu'en Allemagne, ou en tout cas dans les grandes villes, c'est assez simple d'être végane dans les grandes villes. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'options, je pense. Surtout à Berlin, j'imagine. Berlin que je connais un peu, oui, c'est sûr. Ouais. Une ville très alternative. Vous nous raconterez, les auditeurs, si dans votre pays, c'est facile ou pas d'être végane, ou si c'est comme en France où la viande est très, très, très importante. Ok. Et on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, comme d'habitude, de quel monde rêvez-vous pour la problématique du jour? Est-ce que Sybille, tu veux commencer? Eh bien, je rêve d'un monde où la communication entre véganes et non-véganes se ferait sans mépris de chaque côté et où on pourrait donc réellement discuter du sujet sans que personne se braque. Et donc peut-être d'une société où on réfléchit plus à ce sujet. Parce que c'est vrai qu'on mange tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et en fait, on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce qu'on mange, même peut-être de façon générale. Et pourtant,
Les discussions gastronomie sont toujours très sympas, donc on peut les étendre en des discussions nutrition au passage et pourquoi pas des discussions sur le véganisme. Voilà, et donc je rêve aussi d'une société dans laquelle il y aurait plus de transparence sur l'élevage, sur les abattoirs et sur tout ce qui se passe en amont de nos assiettes. Donc en conclusion, je rêve d'une société dans laquelle ce débat sur le véganisme serait beaucoup plus apaisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et toi, Raphaël ? Oui, je pense qu'il serait bien en tout cas d'accepter de part et d'autre la discussion, la possibilité de faire l'idée même de peut-être faire des compromis, d'accepter que peut-être les uns et les autres n'évoluent pas dans la même direction, la même vitesse. Et puis après, pour ce qui est des conditions de vie des animaux, etc., déjà tout simplement appliquer certaines des réglementations qui existent déjà, mais qui en partie ne sont pas vraiment mises en œuvre, ou où il y a un laxisme par intérêt économique, et légiférer davantage pour améliorer les conditions de vie des animaux. Je pense que déjà là, on a un bon début, entre guillemets, sur lequel, avec ces éléments-là, on pourrait aller plus loin, quoi. Et toi, Cécile ? Alors, moi, je rêve qu'il y ait une option végane dans chaque café, chaque bar et chaque restaurant. Je rêve qu'il y ait une option végane pour chaque produit au supermarché. Je rêve qu'il y ait une option végane tous les jours à la cantine, que ça soit chez les enfants et chez les adultes dans les entreprises. Je rêve que les produits véganes aient une TVA plus basse que les produits non véganes, pour pouvoir du coup inciter davantage les personnes à pouvoir manger vegan. Et je rêve aussi que les personnes qui vivent de la viande et de ses produits dérivés puissent être accompagnées dans leur changement. Et je rêve comme vous que chacun puisse s'entendre sur ces questions, puisse en discuter de façon apaisée, comme tu disais Sybille, que chacun aussi réfléchisse et se renseigne aussi, aller un petit peu plus loin, et voilà, qu'on y arrive petit à petit, qu'on tende vers, mais que voilà, il y ait plusieurs étapes pour y arriver. N'oublions pas, mieux vaut 100% des gens qui sont véganes à 50% que 3% des gens qui sont véganes à 100%. Et comme à mon habitude, je vais faire un grand merci aux personnes qui ont aussi rendu mon véganisme possible, notamment les blogueuses véganes qui mettent à disposition des centaines de recettes super bonnes et que moi j'utilise au quotidien. Je pense notamment à la Fée Stéphanie, à Cul de Poule, à la Petite Okara, à Delicious, à Green Quest, et pour les anglophones aussi, il y a Pick Up Limes. C'est terminé pour aujourd'hui. Noël approche, et qui dit Noël dit friction possible entre vegan et non vegan. Alors quel que soit votre régime alimentaire, c'est la parfaite occasion pour être tolérant envers vous-même et vos proches. Et si le cœur vous en dit, en janvier, il y a un événement mondial, le Veganuary. C'est un défi pour plus manger vegan en janvier, donc n'hésitez pas à y participer. De notre côté, on se retrouve sur Patreon pour une transcription complète et de nombreux bonus. Si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur Apple Podcast et Pocket Cast. Merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt.